Je suis Hugo Sanudo, je développe des projets liés au foot à travers le monde et je suis ravi de vous accueillir pour un nouvel épisode de En dehors de ma surface. En dehors de ma surface, c'est le premier podcast où l'on discute foot, voyage, rencontres et expériences de vie avec des acteurs du football. Aujourd'hui, notre invité est Bastien Rodriguez, jeune entraîneur de 31 ans. Analyste vidéo actuellement à l'América de Cali en Colombie, donc c'est un club historique ici. Bastien, qui est passionné de voyage, fait d'abord des études en géographie, puis passe des diplômes d'éducateur. Et j'ai bien vu qu'en France, ça allait être un peu compliqué. Donc, avec ma compagne qui est franco-colombienne, on a pris les devants et on a acheté un ticket aller pour la Colombie. On s'est dit, on va voir ce que ça donne. Il nous raconte donc son aventure en Colombie. Il nous parle de football et bien sûr de l'importance de la musique dans cette ville considérée comme la capitale mondiale de la salsa. J'ai déjà vu des appartements ici où les gens préfèrent acheter des belles baffles qu'un lit. Et ça, c'est vrai. Bref, encore un beau voyage. Bonne écoute. Bonjour Bastien, comment vas-tu? Salut Hugo, très bien et toi? Ouais, ça va, je suis très content de te recevoir. On doit le faire à distance parce que tu es en Colombie. Ma première question qui me vient, c'est est-ce que quand tu es rentré dans le sport, dans le football, est-ce que tu avais en tête le voyage? Je pense que oui, mais je l'avais jamais... Comment te dire? Moi, j'ai toujours adoré découvrir ce qui se passait ailleurs. La seule chose, c'est que j'ai jamais réellement bougé de chez moi avant ça. Donc, le voyage de Toulouse à Lille, pour moi, c'était déjà énorme. Et... Mais voilà, comme j'ai fait des études de géographie aussi, c'est parce que ça m'intéressait de savoir ce qui se passait ailleurs. J'étais toujours intéressé par les cultures du monde entier. J'avais pas vraiment de préférence particulière, régionale. Mais je pense qu'au fond je me le suis jamais dit, mais oui, au fond de moi, je pense que j'avais envie de quelque chose, de changer ma routine. Ça aurait pu être peut-être ailleurs en France, mais finalement, ça s'est fait à l'étranger parce que aussi, il y avait ce projet avec ma compagne un projet commun qu'on avait tous les deux aussi. Donc, on a tenté le coup et finalement, ça nous a réussi tous les deux, puisque tous les deux, on a des emplois dans nos domaines avec des responsabilités qui nous conviennent. Donc, vous êtes partis à deux, et comme tu dis, avec un billet aller en Colombie à Cali. Et là, tu t'es dit quoi? Tu t'es dit, bon, je vais aller toquer aux portes. Comment ça s'est passé, ta recherche d'emploi en Colombie au début? Alors, j'ai anticipé. On est parti en septembre. Mon contrat se terminait, moi, en France, se terminait le 31 août. Et, donc, on est parti 10 jours après. Et pendant le mois d'août, j'ai contacté tous les clubs. Comment tu les contactes? C'est toujours intéressant de savoir. Alors, la première chose, c'est que je suis allé voir les sites, les pages officielles. Mais c'est vrai qu'il y a un réseau social qui m'a énormément aidé, c'est LinkedIn. C'est grâce à ce réseau social que j'ai rencontré le directeur sportif de l'América. Ah ouais, donc tu l'as vu sur LinkedIn, son post, et tu l'as snipé, Ouais. quoi. Tu lui as envoyé un petit message Exactement. en te présentant et en disant je viens à Cali, est-ce qu'on peut se rencontrer? Je viens à Cali, je viens en Colombie et je suis éducateur. J'avais aussi un diplôme d'analyse vidéo que j'avais fait avec la fac des sports. Et j'ai directement envoyé mon CV et il m'a répondu. Donc j'ai eu 3 réponses en tout. J'ai eu 3 réponses sur peut-être 100 messages envoyés entre les mails, les messages sur LinkedIn, sur Facebook. J'ai tout tenté, j'ai tout essayé. Et j'ai eu que 3 réponses et un seul entretien. Entretien sur les 3 réponses. Ouais. Mais je trouve ça trop bien. Ça, c'est le premier message, le premier apprentissage, on va dire, de cette discussion. Et c'est qu'il ne faut pas avoir peur. Et quand on sait qu'on veut partir à l'étranger, faut les contacter, il faut envoyer des mails, il faut utiliser les réseaux sociaux, les réseaux. Et ça finit par marcher. Hein. C'est génial. Je ne suis pas sûr qu'il y a 20, 30 ans, j'aurais pu le faire, puisque avec Internet, ça rapproche, ça rapproche énormément les gens. Regarde, on est capable de discuter avec un océan entre nous. Enfin, c'est assez énorme. Donc, il faut l'utiliser à fond. Ouais. Et donc, tu es arrivé sans contrat, mais juste avec une porte semi-ouverte, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, lui m'avait dit, dès que tu es sur Cali, tu m'appelles. Et c'est tout ce que j'avais, quoi. Ouais. J'avais pas plus. Et bon, finalement, ça s'est bien
Bon, le contrat, je l'ai eu qu'en janvier. On est arrivé en septembre. Et il m'a dit, bon, il avait été très clair, il m'avait dit qu'il n'y aurait pas de contrat avant janvier. Mais l'idée, c'est de tester. Donc, j'ai travaillé pendant 3 mois comme bénévole avec les équipes de jeunes là-bas. Et finalement, ça leur a plu. Donc en janvier, j'ai pu avoir le contrat. Et tu crois que ta nationalité française, ça a aidé dans cette première approche quand tu crois qu'il reçoit un message d'un entraîneur français? Je pense que oui. Je pense que oui. Il faut savoir qu'ici, l'analyse vidéo, c'est tout nouveau. On est parmi les pionniers, là, ceux qui sont dans les clubs aujourd'hui en Colombie, on est les premiers. Moi, je suis le premier en charge de l'analyse vidéo. Bueno, il y avait, on te dire, il y avait déjà des gens qui travaillaient avec la vidéo avant, mais il y avait personne qui était à 100% sur ça. Je crois, si j'ai bien enquêté, je crois que le premier analyste vidéo en Colombie, il date de 2017, son poste. Ah ouais, ok. Mais justement, on va y venir parce que c'est super intéressant. Analyste vidéo, à vrai dire, j'ai jamais parlé avec un analyste vidéo et après on va revenir sur la Colombie. Mais bon, comme je t'ai dit, hein, on va jongler entre tout ça. Mais c'est quoi un analyste vidéo dans un club de foot? Alors, je vais prendre mon exemple à moi, mais je pense qu'on se rejoint tous. Un analyste vidéo, en gros, il est là pour décharger un petit peu de temps à l'entraîneur. C'est-à-dire que c'est lui qui va être chargé. Alors, moi, par exemple, je fais tout ce qui est analyse des rivaux. Donc, on fait une analyse collective des comportements qui se répètent, des forces, des faiblesses des rivaux, une analyse individuelle de chaque joueur adverse. On fait des analyses de coups de pied arrêtés, ça pour tous les adversaires. On fait des analyses sur notre jeu à nous. Alors moi, par exemple, c'est plus après le match, post-match que je le fais. Donc tu travailles avec les gens de la data ou c'est la même chose, c'est la même équipe? Alors ça pourrait être la même chose, c'est que moi, c'est pas ma spécialité. Par contre, je sais bien lire les datas. Par contre, les faire, Ouais, c'est un autre métier. bien sûr. Donc tu Donc oui, on travailles. travaille aussi avec l'analyse statistique, on l'a aussi. Ok. Et alors aussi, pendant les entraînements, tout est filmé et tout était analysé après l'entraînement ou durant l'entraînement. Donc là, on a mis en place un truc super le dernier semestre. J'ai créé une sorte de comment te dire, de cabine avec une télé à l'intérieur. Ouais. Et comme ça, pendant que moi je suis en train de filmer l'entraînement, je fais mes petits montages en direct. Et de suite après l'exercice, les joueurs voient ce qui était bien, ce qui n'était pas bien. Ils ont directement un petit discours de l'entraîneur par rapport à ça. Et c'était top. Ils ont un écran sur le terrain où ils peuvent voir ce petit montage Ouais, juste après un exercice. c'est avec l'entraîneur, on a mis ça en place. C'est du do it yourself 100%, mais Ouais. on a réussi à le faire. Ouais. Ok. Et c'est qui l'entraîneur qui est justement en ce moment d'América de Cali? Alors en ce moment, c'est Juan Carlos Osorio. Ouais. Ah, qui était C'est un grand monsieur du qui est foot. sélectionneur du Mexique en 2018. Donc j'ai la chance pour l'instant de travailler avec lui, parce que ça reste quand même Bien sûr. en Amérique du Sud, c'est le Guardiola d'Amérique du Sud. Ah ouais, ok, Il est ok. considéré, c'est vraiment, en ce moment, c'est plus l'América, c'est l'équipe de Osorio. Il prend énormément de place. J'ai travaillé avec un entraîneur argentin, donc c'est lui qui m'a fait monter en équipe première, puisque j'ai démarré avec les jeunes quand j'ai signé. Et 5-6 mois après, il m'a C'était fait qui monter en l'entraîneur? équipe première. C'était Juan Cruz Real, c'est un Argentin avec qui on a terminé champion de Colombie Ah ouais, j'ai vu ça. En 2020, vous en, avez été champion. en 2020. Ouais, en 2020. Donc lui, c'est un bielciste à fond. Ouais. Donc, Voilà, pour ceux qui savent pas, les Argentins, c'est soit t'es Bielsi, soit t'es Menotiste. tout billardiste aussi. C'est vrai que les Argentins sont très, tu dois le savoir, sont très école de foot. Comme Ouais, nous, c'est on a des important. écoles en littérature, eux, ils ont des écoles footballistiques. Ouais, ouais. La distinction, elle est très importante. Ouais, ouais. Et donc, ouais, et là, donc, si on revient donc sur ce rôle d'analyse vidéo,
t'as rien à América de Cali, en Colombie, vous n'avez rien à envier à ce qui se fait dans le foot européen. Il y a la data, il y a les analyses vidéo, il y a les entraînements tout filmés. C'est niveau technologique, c'est à la pointe. Non, Ok, on non, non. reprend. Non, non, on est loin encore. On est très loin. Bah, comme je te dis, on est les premiers. Donc là, moi, je vais t'avouer que quand je suis parti avec dans mes valises avec un tripode de 2 mètres, ma caméra, mes logiciels, tout. Et si j'avais pas ça, je suis pas sûr d'avoir eu mon contrat aujourd'hui. Ah, ok, ok. Toi, tu as vraiment apporté une technologie qu'ils n'avaient pas. Ouais, non, non, tout m'appartient à moi. Pour l'instant, malheureusement, les clubs, parce que c'est les clubs en général, sont pas prêts à investir énormément dans ça. Donc bah là, moi, je suis beaucoup en contact avec les autres analystes vidéo et je suis parmi les plus chanceux. Il y en a beaucoup qui ont rien du tout, que les entraîneurs ne les utilisent pas non plus. Parce que voilà, cette culture-là n'existait pas avant, donc c'est compliqué à mettre en place, mais petit à petit, on se fait entendre. Mais là, tu as eu la chance de que quelqu'un, Osorio, il arrivait, il connaissait tout ça. C'est quand même ça, Ils dans sa connaissaient tout philosophie. ça. Après, avec ce type d'entraîneur, c'est très compliqué de gagner la confiance. Ça, c'est les Ouais. entraîneurs. Il est venu avec un staff de combien de personnes, par exemple? Eux, ils sont peu, ils sont très peu, ils sont 3. Enfin, lui et 2 autres. Mais il était content que tu sois là, quoi. Hum, je pense que oui. Je pense que oui. Il te l'a toujours pas dit, mais... Non, il est content actuellement. Après, au début, c'était dur. Au début, j'ai dû gagner sa confiance. Bah ouais. Et je suis pas sûr d'avoir sa confiance à 100% aujourd'hui. Ouais, parce que c'est ça, non, dans un club, tu as l'entraîneur qui vient avec son staff, tu as le staff du club, et tout ça doit marcher pour très rapidement, au bout de quelques jours, quelques semaines, parce que tu as les matchs qui arrivent, donc il faut que tout ça marche. Bah, surtout, l'analyste vidéo, il a un rôle un peu particulier parce que contrairement à peut-être un kiné ou à d'autres personnes, comment te dire, il faut qu'il ait le même regard que l'entraîneur. Et quand Ouais, tu as un entraîneur qui a un regard très particulier, quasi unique sur le continent, bah, il faut qu'il ait confiance en toi. bien sûr. Et toi, c'est quoi? Et C'est il beaucoup de faut, discussions pour essayer de comprendre, ou tu l'observes, ouais, tu t'es ouais, mis dans... surtout d'analyse. Alors tu regardes ses entraînements et tu comprends très vite. Alors j'ai eu de la chance que moi je suis partisan du même football que lui, par exemple, si on prend le cas d'Osorio. Donc j'ai très vite compris. Ok. Mais je m'imagine quelqu'un qui a jamais étudié le football de position, qui a jamais étudié la périodisation tactique, il va avoir beaucoup plus de mal à comprendre. Et ça marche là? Oui, cette année? Et bah, là, on vient de perdre hier. C'est compliqué. Là, c'est compliqué en ce moment. Alors, peut-être on en parlera après, mais le championnat colombien est assez spécial. C'est qu'il faut terminer dans les 8 premiers pour se qualifier après pour des playoffs. Donc, il y a 20 équipes et il faut être dans les 8 premiers. Ok. Et c'est un championnat Et aller-retour? pour l'instant, alors c'est un championnat aller, c'est par semestre. Il y a 2 tournois à l'année. Ouais, ok. Donc un tournoi, c'est un seul match comme par exemple, on va jouer contre notre équipe, on va la rencontrer une fois par semestre seulement. Mais au final, ça fait 2 fois dans l'année, si on compte les 2 tournois. Et qui est considéré comme le champion de Colombie? Celui qui gagne juste un des Celui... deux trimestres, un des deux semestres, ou à la fin de l'année, il y a quand même le champion de Colombie? Non, il y a 2 champions par année. C'est 2 tournois, on appelle ça les tournois courts. Et c'est 2 tournois à l'année en fait. Donc tu auras un champion en juin et un champion en Ouais, décembre. ouais, ouais. Et les descentes, et ça se passe comment? Alors c'est particulier aussi. Je savais que c'était particulier, mais je t'ai mis sur la piste pour que tu te lances dans cette explication. C'est très particulier, mais voilà, c'est un système, j'ai très vite compris, qui est fait pour protéger les grands clubs. Ouais, ouais, comme en En Argentine. gros, voilà. En gros, c'est une moyenne sur les 3 dernières années et une moyenne de points que tu arrives à avoir par match. Donc, actuellement, par exemple, si on prend le classement, on a une équipe qui vient de monter et elle est
septième, je crois, donc elle fait un bon championnat, mais malheureusement, elle est avant-dernière la moyenne des 3 dernières années. Donc, si on s'arrête aujourd'hui, elle descend en étant septième. Ouais, ça permet pour que les gros, ils peuvent faire une mauvaise année et ils vont pas descendre parce qu'ils auront quand même un bon pourcentage. Exactement. Ça a marché aussi en Argentine pendant très longtemps jusqu'à que River il fasse 3 mauvaises saisons et ils ont fini par descendre. Mais bon, il faut le vouloir parce qu'il faut faire 3 saisons entières. Ce qui est arrivé à l'América aussi Ah, ok. il y a peu, en 2012 et ils sont remontés qu'en 2017. Ah, et là, ils en parlent encore de ce moment-là. La D2, c'était une honte absolue. Ouais, là c'était très très dur. Alors, de ce que j'ai pu comprendre, Ouais. hein, parce que je l'ai pas vécu, mais ouais, c'était très très J'imagine dur. les chants de Deportivo Cali, c'est encore là-dessus, non? Oui, oui, oui. On nous appelle ceux de la. Alors le championnat ici de la deuxième division s'appelle la B. Il y a la A et la B. Donc on nous appelle ceux de la B Ouais. Et ça va rester encore quelques décennies. jusqu'à ce que ce soit leur tour. Hein. Parce qu'il y a une grosse rivalité, non, entre ces deux clubs. Ouais. Mais sympa, une rivalité sympa ou non, une rivalité pas sympa? Bon, ça peut être compliqué. Après, bon, malheureusement, il y a des histoires de meurtres, ça existe. Hein, il faut le dire, ça existe. Mais après, bon, moi j'ai rencontré des supporters de Cali, donc il y a l'América et Hmm. Cali. Ouais, ok. C'est pas Cali, c'est Deportivo l'autre Cali, club. c'est Cali. Ouais, on dit Ok. Cali pour le Deportivo Ouais, Cali. ok. Et ça s'est très bien passé, mais voilà, là on a fait 3 classicos de suite en une semaine. Mais bon, moi c'était la première fois que je faisais ce match-là avec public, puisque le dernier semestre on l'avait fait sans public, puisque malheureusement avec le Covid les stades étaient fermés. Et Et c'était là la ils sont folie. revenus à 50%, et bah, c'est vrai que c'est autre chose. Euh, J'avais vu un classico à l'époque où j'ai démarré avec le club et j'étais avec les jeunes. J'avais vu un classico comme supporter, et avec le stade plein. c'est pas le stadium de Toulouse. Non, c'est pas le derby de la Garonne. Ouais, non, la passion du foot, elle est incroyable ici. Ça, c'est un autre apprentissage que j'ai pu avoir. Mais, C'est incroyable. mais qu'est-ce qui bat, qui gagne, le foot ou la salsa à Cali? À Cali, si tu sais faire les deux, c'est parfait. Ah ouais, là t'es respecté. Ouais. Et c'est bon, t'as les 2 sur 2 toi ou? Non, moi, malheureusement, j'ai que la moitié. Ouais, non, parce qu'en vrai, on rigole, mais c'est vrai que c'est la salsa en Colombie et à Cali, c'est important, non? Ouais, Cali, c'est la capitale, ce qu'on appelle la capitale de la salsa. De l'hôtel jusqu'au coup d'envoi, ouais. Il y a de la musique dans tous les sens. Et puis même ici, dans la vie de tous les jours, c'est ultra présent. Tout le monde. J'ai déjà vu des appartements ici où les gens préfèrent acheter des belles baffles qu'un lit. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est très important. Et ouais, je suis sorti avant-hier pour aller manger quelque chose. Et on entendait de la musique, on savait pas d'où ça sortait. Et en fait, c'est une personne qui avait garé sa voiture, qui avait d'énormes baffles dans sa voiture et qui a fait profiter tout le quartier. Cadeau. Ouais, voilà, c'est ça. Et personne se plaint, tu vois, c'est pas comme ici où. Ah non, les gens sont contents, au Bah, contraire, les gens sont contents. ouais, alors qu'ici, si on te met un bar en bas de chez toi, et ça, tu cries au scandale. Et ouais, c'est différent. Hein. Alors moi, comme Français, des fois, j'ai un peu de mal. Mais bon, il faut accepter ce genre de choses pour. Sinon tu restes pas, sinon tu tentes pas ce genre de choses. C'est clair. De toute façon, le maître mot pour un entraîneur et pour un joueur, si on reste dans le foot, mais c'est s'adapter, non? Et t'as senti, Oui. toi, que t'as dû faire preuve d'adaptation? Ouais, clairement. Et genre, Clairement. quoi? Est-ce que. Alors il y a plein de choses. Le rapport à l'heure ici m'a surpris. Me surprend encore. Et c'est pas un manque de respect. Par exemple,
Par exemple, si les gens ne sont pas à l'heure, c'est pas un manque de respect. C'est qu'il y a un rapport à l'heure vraiment différent. Il y a pas ce stress qu'on peut connaître d'être à l'heure, des choses comme ça que nous on connaît en Europe. Ça m'a énormément surpris. Même si je continue moi, à considérer que l'heure est importante. Et dans le foot, on essaye aussi d'inculquer ces valeurs-là parce que sinon, on ne peut pas démarrer. Si on a rendez-vous à 6h30 et que tout le monde arrive à 7h, c'est pas possible. Donc, dans le foot, ça existe moins, mais dans la vie de tous les jours, le rapport à l'heure est vraiment différent. Mais tu as vu ça, c'est vrai que c'est un sujet qui sort beaucoup. Il y a l'heure, l'importance de l'heure dans les pays occidentaux et il y a le rapport à l'heure partout ailleurs. Peut-être le Japon c'est différent, mais c'est vrai que tu vas en Inde, dans plein de pays africains, en Amérique du Sud, la plupart, et voilà, c'est tout le monde, on dirait, tout le monde s'est mis d'accord, sauf les Européens, où on a mis trop d'importance à cette heure. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, qui a raison? Personne. Je sais pas l'expliquer. Franchement, j'ai pas d'explication. Ici, en tout cas en Colombie, j'ai pas l'explication. C'est comme ça. Les gens sont. Et je pense que les gens sont heureux, sont Ouais. plus heureux que nous. Hein. Ah ouais, tu penses ça? Il y a une joie de vivre. En fait, ici, c'est très compliqué. C'est la situation, surtout avec le Covid, est très très compliquée. Il y a énormément de pauvreté. Euh, il y a beaucoup de gens. Je crois que j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est énorme. C'est plus d'un tiers, voire plus. Je crois que c'est proche de la moitié des gens qui travaillent ici travaillent de manière informelle. Ils n'ont pas de contrat, ils vendent des empanadas au coin de rue, c'est ça. Hein. Euh, mais le côté. Alors, moi, j'ai énormément appris par rapport à ça, c'est que les gens sont toujours, mais alors toujours positifs. Moi, j'avais tendance aussi à être un peu négatif. Je pense qu'on est beaucoup comme ça dans nos sociétés occidentales. Mais ici, non. Ici, si tu arrives pas à faire quelque chose, c'est pas grave. Tu trouves un autre moyen. Et les gens avancent comme ça. Et les gens sont toujours très créatifs. Euh, ils ont beaucoup d'idées pour continuer à avancer, en fait. Et il y a personne qui va rester dans son coin. Bon, c'est une généralité que je suis en train de dire. Mais et qui reste dans son coin à attendre que ça tombe tout seul. Non, les gens ici sont très positifs. Et même s'ils n'ont rien, ben, ils continuent à chercher les moyens de, de, de faire en sorte que ça s'améliore, quoi. Ouais, justement, toi, t'as été bien accueilli? Ouais, on est allé d'abord dans la famille de ma compagne. On a vécu, je crois, 1 mois ou 2 mois là-bas. Et ensuite, avec les gens, ici, si tu dis que tu es français, les gens sont super heureux, en fait. Ouais, ça c'est une chance qu'on a, Ils hein. veulent te montrer, ouais, ils veulent te montrer tout ce qui est bien en Colombie. Et non, les gens sont très, très sympathiques. Alors, bien sûr, il faut faire attention. Faire attention à pas. Parce qu'ici, il y a une expression qui dit qu'il ne faut pas donner la papaye, dar papaye. Ça veut dire qu'il faut pas non plus se croire plus fort que tout le monde. Il ne faut pas trop montrer non plus que tu as plus d'argent que tout le monde, parce qu'on peut très vite t'arnaquer. On peut très vite te voler. Il faut faire attention. Il ne faut pas être naïf non plus. Mais en général, moi, je prends énormément de taxis, parce que je n'ai pas de voiture. Mais il y a des discussions. En plus, dès que tu dis que tu travailles dans le foot, alors là, tu peux parler pendant très longtemps avec les gens te montrent des choses, t'expliquent des choses. Franchement, top. Peut-être parce que je suis français. J'ai senti aussi que le fait que je sois français, les gens étaient fiers qu'un Français vienne ici. C'est peut-être différent avec d'autres nationalités. Je sais qu'ici, il y a beaucoup d'immigrés vénézuéliens. Peut-être que c'est certainement pas le même quotidien en tant qu'étranger que le mien, par exemple. Ouais, ouais, ça c'est sûr. Ça c'est sûr que on se rend, bah, c'est important de s'en rendre compte en fait. Parce que moi aussi je voyage beaucoup en Inde et tout le temps je dis ah, ils sont trop accueillants, mais en vrai ils sont pas accueillants avec tout le monde et cette chose d'être français, c'est un vrai avantage et il faut pas le nier. Après il faut pas en profiter, mais c'est vrai que c'est une réalité. C'est un peu triste même des fois, mais c'est une réalité. Ouais. Ouais, parce que au final, c'est deux expatriations complètement différentes. Une par nécessité et l'autre par envie. Ouais, 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 mais pourquoi ils accueilleraient mieux, tu vois, un Français qu'un Vénézuélien, tu vois, mais... Et ta famille française, elle en a pensé quoi quand t'as dit on part en Colombie, je vais aller entraîner là-bas? La première réaction, ça a été dur, mais après, non.
très content. Le seul souci, c'est que personne n'a pu encore me visiter avec la pandémie Covid. Ça a été les frontières étaient fermées, donc c'était compliqué. La Colombie, il y a un peu une double image de cette Colombie. Il y a ceux qui ont été en Colombie et ceux qui n'ont jamais été. C'est un peu ça la différence. Ceux qui ont été, Ouais, ils te disent que du bien, et ceux qui n'ont jamais été, ils vont commencer à... Ils ont peur, ils disent là, ouais, c'est ils vont ça. te dire le Il y a même beaucoup de discours. clichés. Ouais. Il y a beaucoup de clichés. Bah, après, il faut savoir que la Colombie des années 90 est complètement différente d'aujourd'hui. C'est plus la même Colombie. Il existe toujours des dangers, il faut faire attention, mais ça, je pense que c'est comme dans beaucoup de pays. Faut pas être, comme je dis, il faut pas être naïf et il faut faire attention. Faut pas, moi, si je sors un soir, je vais pas rentrer tout seul. Non, je vais pas faire ça. Je vais prendre un taxi et je vais rentrer accompagné, mais non, rentrer à pied tout seul, non, je le ferai pas. Ouais. Et Cali, c'est une ville plutôt jolie, c'est une ville sympa. Alors, la ville, bon, par exemple, je crois qu'il y a 3 millions d'habitants. C'est une ville d'Amérique du Sud un peu. Par rapport à l'organisation de la ville, c'est un peu typique, quoi. Il n'y a pas il y a pas d'autoroute. Enfin, ce qu'ils appellent l'autoroute, c'est pas ce que nous on connaît. C'est une grande route qui traverse la ville, mais il n'y a pas de périphérique, il n'y a pas de choses comme ça. Donc le trafic est catastrophique. Le système de transport en public est catastrophique. Mais derrière, en fait, ce qui est bien ici, c'est pas la ville, c'est pas les monuments, parce que pareil, c'est pas une ville que je trouve jolie par ses monuments, tout ça. Mais par contre, les gens qui habitent, ouais, ils arrivent à rendre cette ville magnifique et avec de la vie. Par contre, si tu veux voir des choses jolies ici, c'est tout ce qu'il y a autour. Les campagnes, alors il y a des lacs, il y a des, bon, les montagnes ici, bon, faut faire attention aux montagnes parce que c'est aussi les lieux où se cachent certains délinquants, mais il y a des beaux sentiers de randonnée, il y a des petites villes à côté qui sont magnifiques. Donc, c'est surtout, si tu veux voir de la beauté paysagère, c'est plutôt dans ce sens-là. Sinon, le côté beau de la ville de Cali, ce serait plutôt les gens qui l'habitent. Ok, ok, ouais, ouais. Et parce que tu es à combien de la côte? T'es un peu loin. Ouais, alors là, la première ville, ce serait Buenaventura, et je sais plus combien il y a. Mais en fait, bon, c'est pas une ville très touristique non plus. C'est une ville très pauvre. Et la côte Pacifique, elle est pas très conseillée non plus. La côte Pacifique est pas très C'est conseillée pas la non plus plus. jolie. Et pas par rapport à ça, mais surtout par rapport au danger. Ouais. Si tu veux visiter, c'est plutôt la côte Atlantique, la mer des Caraïbes. Ça, par contre, c'est très touristique. Ouais. Et parce que tu disais la montagne, parce que tu vois, on te dit, viens dans ce village-là, vas-y pas, parce que ça peut être dangereux pour toi. Alors, les villages, peut-être pas, mais c'est plutôt les endroits où il y a personne. Par exemple, il y a quelque chose que je veux faire depuis très longtemps. Pour l'instant, j'arrive pas à le faire. Il me faudrait un jour libre où il fait très beau. Ici, je le vois de chez moi, une sorte de pic ici, très proche de Cali, qui s'appelle Las Tres Cruces, c'est-à-dire il y a trois croix au-dessus. Et c'est un chantier un chemin de randonnée qui dure peut-être 3 à 4 heures. Mais par exemple, pour le faire, il faut le faire le dimanche. Parce que si tu le fais en semaine, il y a moins de gens et du coup, là, c'est plus dangereux pour toi. C'est ce genre de choses qu'il faut faire attention, quoi. Faut éviter de faire les choses seul, euh, aller dans des endroits que tu connais pas, sans guide, ou des choses comme ça. Parce qu'on peut te voler, quoi. Ouais. Et si on vient sur le terrain de foot, tu disais, toi, par exemple, ça peut être une idée de rester dans le staff de Juan Carlos Osorio, par exemple, ou, parce que toi aussi, tu as deux possibilités, non, pour la suite. C'est restes dans un club ou tu suis un staff, en fait. Ouais. Ouais, clairement, c'est ça. Ou alors changer de poste aussi, puisque, bon, comme la majorité des analystes vidéo, on est obligé d'avoir le même vocabulaire que les entraîneurs. La majorité d'entre nous, on a déjà des diplômes d'entraîneur. Donc ça, c'est une possibilité aussi. J'ai ce caractère-là d'être assez ambitieux et c'est clair que j'ai envie d'avoir plus de responsabilités dans le futur. J'ai envie ouais, d'un rôle peut-être un peu plus important. Donc à voir qu'est-ce qui va se passer. Je suis pas fermé à des choses nouvelles, ça c'est sûr. Après, si demain on me propose un poste d'analyste vidéo
avec plus d'outils de travail, je pense que je l'étudierai, ça c'est clair et net. Je suis fermé à rien du tout en fait. Bien sûr. Mais tu te vois rester en Colombie encore? Ou pour toi, le foot, c'est le voyage et tu t'es prêt à continuer ton voyage? Tout dépendra de ce qui... J'ai pas vraiment Ouais, de plan de carrière. de plan de carrière. La seule chose que j'ai vraiment claire dans la tête, c'est que j'ai envie de passer mes diplômes d'entraîneur supérieur. Que ce soit avec l'UEFA ou que ce soit avec la CONMEBOL ici. Ah, ok. Ça, c'est la seule chose que j'ai claire. Tu pourrais, même en étant français, faire les diplômes là-bas en Colombie, par exemple, avec la CONMEBOL, oui. Oui. Et surtout qu'ici, je peux directement faire le diplôme le plus élevé, la licencia pro, Ah ouais. ce qui est l'équivalent de la licence pro UEFA. Mais le seul truc, c'est que la CONMEBOL te permet de travailler seulement en Amérique du Sud. Enfin, seulement, ça fait déjà énormément de pays. Mais l'UEFA est quasi acceptée dans le monde entier. Ouais, bien sûr. Mais c'est des Et c'est process qui normal sont aussi. Ouais. Oui, c'est pas le même process. La qualité de formation, je crois qu'elle est supérieure en Europe. Je pense qu'il n'y a pas trop de débat là-dessus. Ouais, c'était justement Ludovic Debré, il m'en parlait, qui est le DTN adjoint. Il me disait la richesse de la formation française, c'est surtout cette transmission depuis 50 ans, 60 ans. Tu sais, tout le process, il est bien rodé et il y a une transmission d'informations. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Oui, et tu t'en rends compte à l'étranger surtout. Parce que on a tendance, nous, à critiquer beaucoup ce qui se fait chez nous, en France. Mais par contre, quand tu vas à l'étranger, tu te rends compte que les formations, bon, je parle du football, les formations françaises de la Fédé, elles sont peut-être pas parfaites, mais elles sont de très grande qualité par rapport à ce qui se fait ailleurs. Hein. Ça, c'est clair et net. Il faut savoir qu'ici, en première division, pour entrer en première, il n'y a aucune obligation de diplôme pour l'instant. Ils ont envie de mettre ça en place, mais ça fait 2-3 ans qu'ils en parlent. Et pour l'instant, c'est toujours pas obligatoire. Ouais, c'est un truc de fou. Parce que il y a tout ce truc-là dans plein de pays hors Europe, c'est que t'as pas de formateur en fait. Tu as des coachs, mais t'as pas eu ces formateurs pour passer d'étape à étape. Et ça, c'est un métier en fait. Exactement. Et il y a quelque chose qui, par exemple, qui moi me choque un petit peu, c'est que par exemple ici, donc il y a les compétitions entre clubs chez les jeunes, donc qui sont vraiment organisées au dernier moment. C'est très compliqué de pouvoir planifier quelque chose sur une année, c'est quasi impossible. Mais bon, il y a ces compétitions-là, et en fait, l'équipe qui gagne le championnat national, par exemple, son entraîneur devient le sélectionneur de la région de l'équipe pour le tournoi interrégion. Donc, ce qui fait que les entraîneurs, ils veulent gagner. Parce qu'après, sur le CV, s'ils ont été sélectionneurs de régional de la région de Cali, bah, c'est génial pour eux. Et donc, pour moi, ça va à contresens de la formation parce que le résultat va primer, coûte que coûte. Et j'ai expliqué à un entraîneur ici, j'ai expliqué comment on fonctionne en France avec les jeunes, qu'il n'y a pas de compétition officiellement jusqu'au U13, U14. Et il était choqué. Et il trouvait l'idée superbe. Mais il se l'imaginait même pas en Colombie. Quoi. Ici, il y a des joueurs exceptionnels. Mais le talent est brut. Et après, c'est très compliqué. Tactiquement, ils n'ont aucune notion. Quand ils arrivent en équipe première, avec un entraîneur un peu qui demande des choses tactiquement plus élevées, la différence, elle est, Ils ont elle est du cruelle. mal Parce que, à comprendre. ouais, non, mais techniquement, physiquement, c'est incroyable. Le talent qu'il peut y avoir ici, c'est surtout dans la région où je suis, Valle del Cauca. On a. Si tu regardes un petit peu où sont nés les joueurs, parce que du coup, grâce au travail que je fais, je connais à peu près tous les joueurs du pays et bon, ça m'intéresse aussi de voir d'où ils viennent, leur carrière. Et il y en a énormément. Je pense qu'on n'est pas loin du tiers qui viennent de la région d'ici. Ah, c'est fou, c'est la région parisienne colombienne. Ouais, après, tu as Bogota et Medellín qui fournissent énormément, mais cette région-là, il y a énormément de talent. Et il y a beaucoup de talent perdu également. Les joueurs, en général, en Colombie, ils viennent de quartiers populaires, il y a des histoires de bidonvilles. Et justement, et toi, quand toi, ils te voient arriver, ça les amuse ou
Ou ils te posent plein de questions, ou non, justement, ils comprennent pas trop d'où tu viens? Alors, ouais, la majorité, c'est vrai que la majorité des joueurs, mais je pense que comme dans tous les pays, le football, c'est un sport populaire. La majorité des joueurs viennent de. Alors, ici, on dit pas quartier difficile, mais c'est plutôt des pueblos, des villages un peu à l'écart, ou alors des quartiers populaires des grandes villes. Et, et c'est vrai que bah, les joueurs, surtout les jeunes, ils étaient super contents de pouvoir parler avec un Français parce que je ne connais pas d'autres Français qui travaillent dans le football professionnel en Colombie. J'en connais pas d'autres. Ouais. Il y en a certainement, mais En vrai, vous êtes très peu en Amérique du Sud même. Et bon, ouais, bah c'est aussi parce que c'est une autre langue et je sais que il y a beaucoup de Français à l'étranger dans les pays francophones. Mais alors moi j'ai eu de la chance d'avoir un peu de base en espagnol, c'est ce qui m'a aidé, mais c'est vrai qu'on est peu. Euh, En Colombie, j'en connais pas d'autres. Et donc les joueurs étaient très contents. Je suis super content d'avoir un étranger. En fait, j'ai l'impression que ça les valorisait alors que j'étais pas forcément plus compétent qu'un Colombien. Et, euh, et après, oui, ils te posent énormément de questions. Ils ont toujours leur club préféré français. C'est souvent Paris ou Marseille ou Lyon. Et ils te posent énormément de questions de comment c'est là-bas, de, si, par exemple, si on mange la même chose, comment est le climat. Sont beaucoup de clichés aussi. et c'est comment ça se passe dans les villes? Il y a du foot. Est-ce qu'on le voit, le foot de rue? Alors, il y en a plus qu'en France. Ça, c'est sûr, il y en a plus qu'en France. Mais je m'attendais à plus aussi. Alors, peut-être que je n'ai pas été dans les bons quartiers. Je suppose que dans les quartiers beaucoup plus pauvres, où je suis pas allé, je suppose c'est très présent. Par exemple, là, en face de moi, en bas de chez moi, j'ai un parc de sport avec un terrain de basket et un terrain de foot, comme on peut connaître nous en France. Le problème, c'est que ces parcs-là sont fermés et ils sont ouverts juste à des associations. Il faut dire qu'ici, il fait très très chaud l'après-midi. C'est très compliqué de sortir faire du sport l'après-midi. Et le soir, c'est vrai on voit moins d'enfants jouer. Mais oui, ça existe. Et c'est beaucoup plus présent qu'en France, ça c'est sûr et certain. Et c'est à quel âge qu'il faut choisir entre la salsa et le foot? Non, il faut pas choisir. Non, ça, la salsa, c'est enseigné, je pense que dans les familles directement, Ok. dès qu'ils peuvent marcher. Rien à voir, mais comment on t'appelle là-bas? Alors, alors pour faire une petite description, moi je suis brun, enfin brun châtain, Ouais. de couleur plutôt blanche, mais sans être non plus très blanc, et les yeux verts, on va dire, les verts clairs. Et ici, on m'appelle le blond. Voilà, ici, c'est mon nom, c'est le blond. Ouais, c'était le premier surnom qu'on m'a donné. Après, il y a le surnom ici qu'on donne à tous les Français, c'est Franchute. Mais c'est vrai que les gens sont très surnoms ici, hein. Ouais. Ils adorent ça. Ah ouais, comme dans quasiment tous les pays d'Amérique du Sud, non? Ouais. Il y a beaucoup d'entraîneurs, des jeunes entraîneurs, des moins jeunes, mais qui nous écoutent. Et pour toi, c'est quoi les clés pour réussir à l'étranger? Et ma deuxième question, tu dirais quoi à un entraîneur qui hésite, justement, qui est en France et il se pose les questions, est-ce que partir ou pas partir? Bah, cette question, on me la pose aussi, mes amis qui sont en France, on me l'a souvent posée. Si tu n'as pas envie de partir, il vaut mieux pas partir. Je pense que c'est la clé. Si tu as envie, alors c'est pas sûr que tu réussisses, mais si tu as envie, déjà ça va te plaire. Et tu vas ressortir avec une expérience positive. C'est ce que moi je me suis dit par exemple. Si je prends mon exemple, c'est que si j'arrive pas à avoir un contrat, un travail dans le football, j'aurais passé 3 6 mois à découvrir autre chose. Et je serais revenu en France. C'est pas forcément question d'être préparé à la langue, je pense pas. Bien sûr que c'est important, hein, parce que ça te permet d'accélérer aussi le processus d'intégration. Et ouais, et les clés pour toi, pour réussir à l'étranger, bien sûr, bah, il y a l'envie, mais une fois que tu es sur place, C'est une envie différente, mais c'est aussi avoir le culot, aller chercher les choses par soi-même, se valoriser, parce que quand tu fais ça, tu te valorises aussi. Tenter beaucoup de choses, parler aux gens, donc ça veut dire aussi avoir les qualités entre guillemets linguistiques, pas forcément parler très bien la langue, mais si c'est en dehors
la francophonie, je parle. Mais ouais, c'est important aussi de vite comprendre quelques expressions, vite intégrer comment ça fonctionne ici. Quelque chose je t'en ai pas parlé, mais qui est ici très, très, très important, c'est la religion. Si moi, par exemple, je suis pas croyant, il va falloir aussi que j'apprenne à avoir un peu d'empathie envers les autres et comprendre que pour les autres, c'est important. Donc, moi, par exemple, je participe à la prière commune avant chaque entraînement. Ouais. Avant chaque Je dis entraînement. rien, mais je suis là. Ouais, avant chaque entraînement, chaque match, tout le temps. Enfin, tous les jours, on fait cette prière commune. Bon, ici, il n'y a qu'une seule. Enfin, il y a plusieurs religions, mais il y a une seule religion très, très présente, on va dire à plus de 90%, c'est le christianisme, avec ses différentes variantes. Et justement, et qui fait cette prière? Il y a toujours une personne attitrée? C'est souvent le capitaine ou d'autres joueurs qui sont qui ont ça dans l'âme, quoi. Et donc ça, par exemple, si moi je l'avais pas accepté, parce que moi j'ai pas connu ça chez moi, si je l'avais pas accepté, parce que ça aurait pu être le cas, que je me ferme et que j'accepte pas de participer à tout ça. Peut-être que aujourd'hui je serais peut-être pas aussi à l'aise avec les gens, je travaillerais peut-être pas aussi bien avec les joueurs, ils me feraient peut-être moins confiance. C'est des petits détails qui font que ton apprentissage de la vie à l'étranger fait que c'est beaucoup plus simple. Je pense que l'empathie, c'est la clé. Comme tu dis, la clé, c'est l'empathie aussi. Il y a une chose qui, moi, m'a pas dire choqué, mais on va dire surpris, c'est que le pasteur nous accompagne sur tous les déplacements. On a un pasteur pour ce qu'on appelle un pasteur. Alors, c'est pasteur, mais c'est une sorte de prêtre, quoi. Et qui est là, qui a sa chambre, et les joueurs, de temps en temps, vont dans sa chambre pour discuter avec le pasteur, et il nous accompagne sur tous les déplacements. Alors, avec Osorio moins, parce qu'Osorio, il est un peu fermé à tout ça, mais sinon, ouais, c'est quelque chose qui m'a surpris. La première fois que j'ai voyagé avec l'équipe, je ne savais pas qui était cette personne. Et après, j'ai vite compris. Il est payé par les joueurs. Ah ouais, ok. Ah, c'est fou. Ouais. Et donc il a sa chambre attitrée quand vous vous déplacez, ils vont un par un parler avec lui. C'est ça. Et il vient dans les vestiaires avant le match? Alors maintenant non, mais tout dépend aussi si le coach accepte ou pas, mais quand c'était possible, oui, il était là. Et il faisait la prière d'avant-match. Et il est plus important que l'analyse vidéo? Je pense que oui, pour certains, oui. Oui. Bon, Bastien, merci beaucoup pour ton temps, pour nous avoir fait un peu voyager en Colombie. C'était un vrai plaisir de discuter avec toi. Merci à toi. Je te souhaite que des belles choses et à très bientôt, peut-être en France, peut-être en Colombie, peut-être en Argentine. Ouais, peut-être. Rien n'est fermé. À très bientôt. Merci à toi, Hugo. Merci Bastien, ça donne vraiment envie d'aller en Colombie. Profite de cette aventure et continue à t'imprégner de cette joie de vivre colombienne qui te servira toute ta vie. Voilà, vous venez d'écouter le 28e épisode de En dehors de ma surface. J'adorerais avoir vos retours sur l'épisode et le podcast en général. N'hésitez pas à m'envoyer un mail avec vos coordonnées pour qu'on puisse échanger. Mon adresse est hugosanudo@hotmail.com. À bientôt!